Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal Algérie. Écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission Ciné Thématique. Et puis si vous nous suivez sur le web, notamment sur la page officielle Facebook de Canal Algérie, nous y sommes en direct et ça nous fait plaisir que vous nous écrivez, que vous nous laissez des messages et des propositions. Ça va nous aider à améliorer notre contenu. Ce vendredi soir, Ciné Thématique bouleverse ce cycle qui est consacré à la naissance du mouvement national et au déclenchement de la guerre de libération, la guerre de novembre 1954, pour parler du peuple sahraoui voisin, du peuple sahraoui frère qui souffre et qui se bat dans le silence et en silence depuis plus de 40 ans face à l'occupant marocain. Bien sûr, cette dernière colonie d'Afrique continue à exister, bravant les lois internationales et les conventions bien sûr de Genève et le droit humanitaire et toutes les résolutions qui protègent la dignité et la liberté des hommes. Nous avons bien sûr choisi cette thématique pour casser le silence qui entoure, ou ce silence assourdissant qui entoure cette question-là. Et puis, bien évidemment, ce soir, nous allons vous proposer une soirée qui va être portée sur deux documentaires. Le premier est signé par un député français socialiste, Hervé Ferrand, qui nous fait un documentaire intitulé « Un mur dans le désert ». C'est un film qui a été conté ou raconté par le grand comédien français Pierre Richard. C'est une pièce à conviction qui condamne bien sûr les exactions commises contre le peuple sahraoui par le Maroc. Et puis la deuxième partie de notre soirée, on vous a choisi un documentaire captivant, l'un des premiers documentaires algériens qui a été réalisé en 1965 par Ahmed Rajdi. C'est un condensé d'images d'archives qui ont été collectées à travers le monde dans toutes les filmathèques et les cinémathèques du monde pour nous montrer la sauvagerie du colonialisme en Afrique et dans le monde. Avant toute chose, je vous propose de découvrir un extrait de votre documentaire de ce vendredi soir, Un mur dans le désert, signé encore une fois par notre ami Hervé Ferrand. Regardez, on revient juste après. Lorsque les individus ont une histoire commune, ils deviennent un peuple. La culture, l'histoire, la transmission des savoirs, la tradition donnent du sens au présent et créent du lien entre les générations, entre les individus. Ils deviennent un peuple. Ils revendiquent d'être reconnus en tant que tels, ils revendiquent l'appartenance à un territoire. Empêcher un peuple de transmettre son histoire et sa culture, c'est lui faire la plus grande des violences, une violence encore plus perverse, plus insidieuse que les autres violences. C'est nier son existence même, c'est nier son appartenance à un territoire, c'est l'emprisonner intellectuellement et commencer ainsi à légitimer le fait de l'emprisonner physiquement. Inventer de nouveaux modes de transmission culturelle pour ce peuple, c'est résister, c'est continuer à exister. Ce documentaire est un hommage au courage du peuple sahraoui. C'est une histoire de résistance, une grande histoire d'amour, l'amour de la liberté. Et vous allez devoir rester avec nous sur Canal Algérie pour découvrir l'intégralité de ce documentaire, encore une fois essentiel pour dénoncer ce qui se passe bien sûr sur le territoire sahraoui et montrer bien sûr la difficulté de la vie et surtout la souffrance de tout un peuple dans ces conditions-là, les conditions de la colonisation en 2020. Et oui, ça existe encore. Je profite aussi pour remercier notre ami Hervé Ferrand de nous avoir accordé la diffusion de ce documentaire. Et puis je vous ai parlé d'un deuxième documentaire parce que la soirée, on vous a habitué à ces soirées longues, ces soirées théma, ces soirées composées en deux parties, bien sûr, avec un documentaire aussi captivant que celui qu'on vient de vous proposer. C'est un documentaire qui s'intitule L'aube des damnés. Et oui, c'est un documentaire de la première heure en 1965, réalisé par Ahmed Rajdi, mais il n'était pas seul dans cette grande aventure cinématographique,
puisqu'il a été accompagné par de grands noms tels que Mouloud Mamri, et puis il y avait aussi Ahmed Agoumi, Samia, la charmante épouse de M. Ahmed Al-Ajdi, et puis il y avait d'autres personnes comme Charles Déné, Evelyne Rey, et puis Mehdia Megroufel, Hammou Saadawi. Il y avait Nasreddin Ghenifi, et oui, dans le cadre, et Sidi Boumedine Dahman Ossan, et à l'assistana, il y avait Abdrahman Bouguermouh. Je vous laisse avec cet extrait de ce documentaire qui a été sauvé à la fois par les archives de la télévision, puisqu'il a été numérisé, et restauré aussi par nos amis du CNCA. On regarde et on revient pour vous faire découvrir l'invité de ce soir. En recouvrant leur indépendance, les pays d'Afrique et d'Asie avaient brisé l'obstacle qui les séparait d'eux-mêmes. Ils avaient enfin une identité, mais pas encore de visage, puisque longuement, méthodiquement, on les avait dressés à l'oubli d'eux-mêmes et quelquefois au mépris, libres et indépendants. Pourquoi faire? Sinon d'abord pour s'extérioriser. La première tâche de la liberté, plus souvent conquise qu'acquise, est d'aller à la longue quête du passé, parce qu'il pèse tout son poids sur le présent et que c'est sur lui que l'avenir se greffe. Quête d'abord chez nous, bien sûr, dans ce qui demeure du passé, dans les objets fabriqués par nos mains. Dans nos bibliothèques. Dans les restes de nos villes détruites, oubliées, nos pierres, nos monuments. Et oui, c'est un documentaire à ne pas rater absolument sur Canal Algérie. Durant plus d'une heure et demie, eh ben, on va voyager dans tout le continent africain et puis connaître ces histoires de colonisation française, britannique, germanique aussi, parce italienne aussi, parce que espagnole, parce que l'Afrique a été, j'allais dire, le centre de toutes les colonisations qui venaient de l'Europe et du monde entier, parce que c'est un continent convoité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Ciné Thématique. Cette émission, je la fais un peu, on va dire, elle est particulière ce soir pour moi, parce que est-ce qu'on peut appeler que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que M. Moustapha Ait Mohoub, vous êtes un revenant? Oui, oui, je suis un revenant dans la mesure où j'ai passé 2 semaines très difficiles avec le Covid. Donc c'est une occasion aussi qui s'offre pour lancer cet appel à tous les Algériens, à tous les humains, de faire leur possible pour éviter cette maladie. Elle est très méchante. Oui. Elle peut mener à la mort, malheureusement. Mais heureusement pour moi, j'ai échappé à cette issue. Je reviens. Je suis revenu d'une période, je peux la qualifier de très difficile. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les mesures de prudence, la distanciation, le port du masque, éviter les regroupements. Les regroupements, il faut faire tout son possible pour éviter tout contact qui peut mener à une situation dramatique comme celle que j'ai failli vivre. Ouais, merci pour ce témoignage. En tout cas, je vous salue par rapport à ce courage et par rapport à cette... bien sûr, cette franchise, parce que c'est pas facile d'en parler. Beaucoup de personnes sont dans le déni. Beaucoup de personnes sont porteurs de ce virus et n'en parlent pas, alors qu'il faut en parler. Il faut protéger les plus proches et les plus aînés et les plus vulnérables d'entre nous. Et on a commencé cette émission par la sensibilisation. Il faut qu'on dise aussi à nos chers téléspectateurs que vous remarquez que dans nos émissions, on essaye le plus d'appliquer les mesures barrières. Nos équipes sont réduites, hein, quand vous le remarquez bien sûr, M. Moustapha. Donc ils portent le masque, on travaille avec des équipes réduites, on travaille avec
avec le minimum de personnel sur les sites, nos sites. Et puis pour les invités, on évite de les ramener en nombre et puis essayer de faire des émissions très prudentes, j'allais dire. C'est très important aujourd'hui qu'on s'inscrive dans cette démarche collective et qu'on soit solidaire et aider le personnel de la santé à dépasser cette situation encore une fois difficile avec le rebond de la pandémie. Je vous ai appelé au téléphone pour vous dire, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette introduction, c'est qu'on a interrompu un cycle. D'ailleurs, je profite de votre présence pour nous excuser auprès d'un ami à qui on souhaite encore un rapide rétablissement, le réalisateur Larbi El-Khel, qui devait passer aujourd'hui dans Ciné Thématique avec son documentaire La Résistance. Dans la région de Sud-Ouest, dans le Bécharois, dans la région sa région, la Saoura. Je m'excuse auprès des téléspectateurs et de nos amis à Béchar qui attendaient cette programmation. C'est pour ça qu'on a interrompu ce cycle pour parler d'une urgence. Et vous me dites que, effectivement, ce que vit le peuple sahraoui aujourd'hui est une sorte de violence contre un peuple qui est commise par le Maroc. Mais ce qui rend la chose la plus délicate et plus difficile, c'est ce silence qu'exercent les médias sur la question du Sahara occidental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi dans les fameux JT européens, français, parce qu'il faut dire, il ne faut pas se mentir que les Algériens sont braqués depuis l'avènement de la parabole sur les groupes d'information français, on n'en parle pas du tout. Il n'y a pas de chapitre consacré ni au peuple sahraoui, ni encore moins au peuple palestinien. Encore moins dans les médias arabes aussi. On n'en parle pas beaucoup sur le Sahara occidental. Disons qu'il y a comme une conspiration contre ce peuple, comme dans la lutte héroïque. Elle reste un petit peu dans l'ombre, on essaye un petit peu de l'occulter, de ne pas mettre de la lumière sur la résistance de ce peuple. C'est une résistance héroïque qui remonte jusqu'au début du 19e siècle avec la colonisation espagnole. Oui. Il y a ça. Il y a les Occidentaux qui sont globalement alignés sur les thèses marocaines. Il y a la presse, cependant, espagnole qui est un petit peu particulière parce qu'il y a une responsabilité un petit peu historique par rapport à ce peuple qu'on a colonisé. Laissez tomber. Laisser tomber dans le sens où on a abandonné complètement aux Marocains, avec le traité de Madrid. Exactement. C'était une trahison, c'était un coup de couteau dans le dos du peuple sahraoui. Les Espagnols, la presse espagnole, plus ou moins, elle est là, elle essaye un petit peu de travailler parce que la société civile espagnole considère qu'elle a un rôle historique à jouer par rapport à ce peuple qui est un petit peu délaissé par la communauté internationale. Donc, disons que la presse qui nous est proche pour nous, les Algériens, c'est la presse francophone, la presse française, elle est complètement alignée sur les thèses marocaines. Plus encore, même la France officielle appuie et soutient le Maroc au Conseil de sécurité. À chaque fois, la France joue un petit peu le protecteur de cette colonisation. Et cette attitude des Français, elle a un petit peu une explication historique parce qu'elle remonte un petit peu à 1958. La France a participé à une agression contre le peuple sahraoui. En 1958, c'était l'opération Écouvillon, que les Français ont appelé l'opération Écouvillon. Pas moins de 5000 soldats français qui sont partis de Tindouf colonisé à l'époque, l'Algérie était sous colonisation française, et de la Mauritanie. Il y avait le déploiement de 70 avions et plus de 600 blindés pour justement briser, écraser la résistance des Sahraouis contre les Espagnols. Ils sont en réalité venus à l'aide pour les Espagnols. Même à l'époque, disons, parce que le Maroc était indépendant à partir de 1956, il y avait aussi la connivence du royaume, de la monarchie qui a marché dans cette répression féroce contre le peuple sahraoui.
Disons que les bombardements, cette répression a intenté au mode de vie sahraoui, qui est un mode de vie, comme vous le connaissez, nomade. Ils ont éparpillé les populations. Et ce processus va s'accélérer en 1975 avec la colonisation marocaine. Oui. C'est pratiquement une population qui sera obligée à l'exode, un exode massif. On voulait délibérément vider les villes sahraouis occupées pour justement instaurer un système de colonisation, de peuplement identique à celui à ce que fait Israël en Palestine. Et tout ce qui a été fait, on va le voir au Sahara occidental, si on le compare un petit peu avec Israël, on voit que c'est identique. Ce qui explique aussi un petit peu le soutien israélien aux Marocains qui ont érigé le mur dont parle le film de Hervé Ferrand, le mur de la honte qui s'étend sur 2744 km. C'est un mur une zone. On dit que c'est une zone extrêmement minée. C'est parmi les 10 zones les plus minées au monde. C'est pour vous dire un petit peu... Les méthodes coloniales et bien sûr cette batterie de mesures qu'emploient les colonisateurs, je dis les au pluriel parce que vous nous parlez aussi d'Israël et de ses exactions contre le peuple palestinien et de ce qu'a subi le peuple algérien durant un siècle et 32 ans d'occupation. Ici, on connaît très très bien la question de la colonisation et beaucoup de peuples en Afrique ont connu la sauvagerie du colonialisme. Mais il y a une sorte d'unanimité d'une méthode, si vous voulez. C'est-à-dire il y a un point commun, c'est la destruction culturelle, c'est empêcher les peuples justement de transmettre leur culture, leur tradition, leur histoire. On va parler de ce mur qui a été érigé par le Maroc, effectivement, ce mur de la honte, parce que finalement, ce mur, il est là pour séparer les familles, pour séparer le peuple, pour créer une déchirure au sein de la société sahraoui. Dans le documentaire, on commence par quelque chose de très très important. On commence par la terre. Et avant de faire cette émission, Monsieur Mustapha, je suis parti simplement, voire même naïvement, vers Internet et en écrivant Sahara occidental. Et je tombe sur, bien sûr, le premier, on va dire, site qui s'offre à nous, c'est bien sûr Wikipédia. Et dans Wikipédia, il y a une sorte de présentation exotique presque, ou coloniale, je ne sais pas si j'ose dire ça, en tout cas je constatais ça de mes propres yeux en disant le peuple sahraoui est un peuple qui vit dans une zone désertique où il n'y a aucune structure organisationnelle. Pire encore, ce sont des nomades et des tribus qui errent dans ce grand désert. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, la France, en 1830, quand elle est venue avec ses expéditionnistes, la première des choses, c'est de casser notre organisation qui était essentiellement basée sur la tribu. Est-ce que vous parlez de conspiration, mais pourquoi ce regard réducteur envers des modes qui ne sont pas forcément occidentaux? On parle de civilisation en Amérique latine, on parle de beaucoup de civilisations qui ont été détruites par rapport justement à leur façon d'être. Est-ce qu'aujourd'hui on veut imposer une façon d'être, mais sinon vous êtes écrasé par cette machine? C'est pour ça qu'on dit que soi-disant le Maroc poursuit un petit peu cette vision archaïque des civilisations, cette vision un petit peu colonialiste qui est archaïque justement des civilisations. Quand on parle de la colonisation du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, ce mouvement d'ensemble de l'Europe vers le continent, là c'est le sujet du deuxième film, L'Aube des damnés d'Ahmed Rachdi.
Ce mouvement est basé sur une vision un petit peu réductrice de toutes les cultures en Afrique. C'est des cultures traditionnelles, on dit c'est des cultures un petit peu archaïques et on est venu un petit peu civiliser. C'est la supériorité de l'homme blanc qui vient un petit peu civiliser, le reste qui est presque humain, qui n'est pas du tout, qui n'est pas dans l'air du temps. Oui. Et c'était la vision anthropologique à l'époque. Claude Lévi-Strauss est venu heureusement pour casser tout ça et pour dire que toutes les cultures se valent. Il n'y a pas de culture savante, plus savante que l'autre. Les cultures traditionnelles africaines elles sont très savantes parce que c'est le produit d'un savoir de l'être humain qui vit depuis des millénaires ici. Parce qu'on y retrouve bien sûr des gravures rupestres, des traces. Qui essayent un petit peu dompter l'environnement, d'apprivoiser l'environnement et de maximaliser toutes les possibilités données pour la vie dans cette ère géographique aride. Donc, si pour vous dire que cette civilisation archaïque est une de dans un avis de la Cour internationale de la Haye. Est-ce que, pour dire, est-ce que le Maroc a des droits historiques sur la région? Le Maroc voulait justement que cette question soit posée à la Haye, les deux puissances colonialistes, celle qui s'apprêtait à partir, c'est l'Espagne, et celle qui s'apprêtait à s'installer, le Maroc. C'était le vœu du roi marocain, les Espagnols ont refusé. Parce que l'Espagne de Franco s'était inscrite dans le processus de décolonisation. Donc il fallait arriver à un référendum d'autodétermination. Ils voulaient, parce que le Sahara était inscrit à l'ONU en 1966 en tant que territoire non autonome. Le Maroc a pris des tractations avec l'Assemblée générale de l'ONU, a réussi à poser cette question à la Cour internationale de la Haye. La Cour de la Haye avait répondu par la négation. D'abord, la première question, est-ce que ce territoire était un territoire sans maître, terra nullius? Ensuite, est-ce que le Maroc avait des liens de souveraineté sur ce territoire? La réponse est négative. Le Maroc n'avait aucun lien de souveraineté sur ce territoire et ce territoire n'avait pas connu une forme d'État. C'était des tribus nomades, justement, berbérois, qui avaient séduit, si vous voulez, cet espace, qui vivaient justement en toute liberté, ce qui explique cet amour de liberté chez ces tribus-là, et qui était réfractaire à cette autorité qui vient de l'extérieur. Donc le Maroc, historiquement, il n'a jamais pu avoir exercé une autorité sur ce territoire. C'est en 1965, avec la marche appelée marche verte, la colonisation, et le Maroc, bon, l'Espagne, avec le retrait de l'Espagne, qui n'a pas joué qui n'a pas assumé sa responsabilité historique en tant que puissance administrante. La véritable puissance administrante des territoires, c'est l'Espagne, et en tant que puissance colonialiste, c'est d'organiser le référendum. C'est la maladie de Franco. On a livré carrément au Maroc ce territoire. Le Maroc, qui prétend avoir des droits historiques sur le territoire, a accepté de partager avec la Mauritanie. On n'a jamais vu un pays qui revendique un territoire partagé avec notre par puissance. La suite avec et notre puissance. Il explique un petit peu la présence maintenant des Marocains. Les Marocains ont tout fait, je parle du système marocain, le colonialiste, l'occupant marocain, a tout fait pour casser cette culture
sahraoui, vous parliez de la culture. Donc, c'est cette culture, c'est la résistance de cette culture qui fait qu'on parle aujourd'hui encore du Sahara occidental. Magnifique, parce que j'ai envie de toucher ce point-là relatif à la culture. De quels moyens dispose le peuple justement sahraoui pour revendiquer sa liberté et son identité aussi? Eh ben, c'est la culture. Dans ce documentaire, on va rencontrer des personnes magnifiques, notamment des femmes comme Khadija Hamdi, la veuve du président qui nous a quittés, bien sûr, Mohamed Abdelaziz, le président sahraoui qui a combattu jusqu'au bout pour la libération du Sahara et qui dit des choses magnifiques. Elle dit notre résistance, elle consiste à protéger notre culture, notre façon de vivre. Et elle dit chez nous, au Sahara, on dit qu'à la disparition d'un aîné, c'est une bibliothèque qui disparaît. C'est comme une partie de nous qui part. Donc, ce que j'ai perçu dans ces personnes-là et dans cette société qui reste une société assez matriarcale, c'est-à-dire que la femme a une présence mais incroyable dans les fameux camps déjà que vous avez visités. Ils sont au nombre de 5. Il y a plus de 200 000 Sahraouis qui sont sur les territoires algériens. Bien sûr, l'Algérie a accueilli avec plaisir et avec beaucoup de générosité. C'est normal parce que quand on mène une révolution contre un occupant qui a duré plus d'un siècle et 32 années, on ne peut que comprendre le désarroi et la difficulté et surtout la souffrance du peuple sahraoui. Qu'est-ce que vous avez perçu là-bas quand vous y êtes rendu plusieurs fois, c'est normal, mais qu'est-ce que vous percevez? Quelle est la force de ce peuple, justement, qui arrive à résister? Sans aucun moyen. De prime abord, ce que j'ai remarqué, c'est cette capacité à s'organiser. C'est une organisation à s'auto-organiser. Les Sahraouis n'ont pas besoin d'une autre puissance pour venir les organiser. La particularité aussi des camps des réfugiés par rapport aux camps de réfugiés ailleurs, dans d'autres pays, ce n'est pas les organisations humanitaires qui organisent ou qui administrent ces camps de réfugiés. Il y a toute une administration. C'est pratiquement un véritable gouvernement en exil. C'est une organisation administrative, c'est une organisation administrative politique aussi, parce qu'il y a des élections, il y a des assemblées élues, il y a un parlement, il y a des wilayas, il y a un découpage administratif. C'est-à-dire, cette population est une population tellement disciplinée qu'elle s'est organisée de la sorte pour faciliter aussi la tâche pour les aides humanitaires, pour arriver dans le partage, etc., dans l'équité, la justice et tout ça. Parce que c'est des populations qui vivent dans des territoires très arides, à 40 km au sud de Tindouf, et qui, pratiquement, c'est des territoires qui ne donnent pas beaucoup de choses, les moyens de subsistance. Donc, un petit peu, c'est les aides humanitaires, ils se sont organisés en conséquence. Ensuite, cet exil-là, ça ressemble un petit peu à notre exil, mais autrement. Nous aussi, la culture, le nationalisme nous est venu à partir de l'immigration, à partir de nos travailleurs qui étaient en France dans les années 20. Eux aussi, le nationalisme est né. Et s'est développé, s'est cristallisé dans ces campements-là. C'est pour ça que, globalement, les Sahraouis, jeunes, enfants, même ceux qui n'ont pas connu la guerre, parce qu'ils vivent en cessez-le-feu depuis les années 90 du siècle passé, et ils sont entièrement engagés pour leur pays, pour l'indépendance de leur pays. Maintenant, je reviens à cette culture. Cette culture, vous parliez tout à l'heure de chaque vieux qui meurt, c'est une bibliothèque, c'est ce que disait Khadija Hamdi. Parce qu'il y a une oralité qui la culture, elle est transmise que par la voix de l'oralité. On revient un petit peu aux aspects identitaires, Amir. On revient aux tribus sahraouis. Ils n'aiment pas beaucoup parler de tribus parce qu'ils se considèrent comme un État-nation. Ils ne veulent pas se fractionner. Donc c'est un peuple en lutte, c'est tout à fait normal.
Mais on doit un petit peu parler de ces tribus, de cette réalité culturelle. C'est des tribus globalement arabo-berbères. On a les Rgibets, qui est une composante essentielle, les Tekna, qui sont berbères, qui sont plus au nord du Sahara occidental, occupés. Et on a les Dlim, c'est à peu près les Arabes, les tribus arabes Maqil, qui sont venus avec l'exode hilalien et après qui ont changé un petit peu la réalité ethnique, qui ont formé une nouvelle réalité ethnique du Sahraoui qui fait sa particularité aujourd'hui. Donc c'est des tribus berbères Sanhaja ou zénatiennes avec un élément, un nouvel élément, dans le Moyen-Âge, c'était l'élément arabe Maqil. Et tout ça forme aujourd'hui cette entité sahraoui qui a un parler tout à fait particulier, qui ne ressemble pas au parler marocain, encore moins au parler algérien, c'est le hassani. Et cette langue c'est un mélange entre l'arabe et le berbère. C'est une langue mélange. Il y a de l'arabe yéménite qui est venu avec les Maqil, les tribus Maqil. Et il y a le berbère avec l'ancien berbère, avec parce que le berbère aussi il est fractionné. Et ça donne cette langue hassani qui est le vecteur de la culture. Cette langue est le vecteur de la culture sahraoui, qui est essentiellement orale. C'est une culture nomade, essentiellement orale, basée sur la poésie. Là, les poètes traditionnels sahraouis jouent un très grand rôle dans la préservation de la culture et dans la transmission justement de cette culture. Et aujourd'hui, avec la sédentarisation, parce que les campements, les camps de réfugiés, c'est une forme de sédentarisation, les Sahraouis sont en train de découvrir d'autres formes d'expression pour perpétuer justement leur culture, pour la rendre plus vivante. C'est le cinéma, c'est le théâtre, Justement, etc. vous me tendez la perche parce que j'étais en train de lire au moment où vous étiez en train de développer votre idée. Je lisais bien sûr ce festival courageux du cinéma du Sahara, c'est-à-dire des camps, justement, c'est projeter des films qui parlent de la question sahraoui, c'est aussi cette manière de résister à la déconstruction culturelle. Et j'ai envie encore une fois de rendre hommage à Madame Khadija Hamdi qui finalement dit beaucoup de belles choses. Elle dit on dit chez nous au Sahara occidental que la mer, c'est pour nous laver, la montagne, c'est pour nous purifier, et le Sahara pour y retrouver notre âme ou nos âmes. Et retrouver l'âme de quelque chose, ce n'est pas juste matériel, c'est justement cet ancrage, cette appartenance à un peuple. Et je n'ai pas envie de tarder parce qu'il va falloir laisser nos téléspectateurs découvrir ce documentaire qui montre vraiment qui montre de près ces aspects liés à la fois aux moyens qui sont terriblement manquants là-bas. Quand on voit des enfants qui n'ont pas accès à toutes les chances d'un enfant dans le monde, c'est-à-dire à l'éducation, à la santé, au loisir et puis à beaucoup de choses, à la liberté. Et quand on voit aussi ces femmes qui résistent, je pense aussi à monsieur Yahya Bouhabbaini qui était le président du Croissant Rouge sahraoui qui nous parlait justement de ces pompes pour ramener de l'eau. Et on va voir tout ça de près. Et après le documentaire, on va débriefer, on va parler justement des moyens qu'a trouvé le peuple sahraoui pour se défendre. Donc je vous dis approximativement dans 54 minutes ou 45 minutes, voilà, pour être dans la précision. Un mur dans le désert, donc c'est un film qui est réalisé par Hervé Ferrand, un député socialiste français. Et c'est bien qu'un Français, justement, courageusement dit non à ce qui se passe dans les territoires sahraouis et dans les camps de réfugiés sahraouis de ce peuple qui a été contraint à l'exil. Et puis il y a une très belle voix qui va nous accompagner, qui va nous raconter cette histoire. C'est la voix du grand Pierre Richard.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec notre ami Mustapha Abdelmouhoub. Ait Mouhoub, je l'ai dit encore, voilà, pour parler de l'aube des damnés. Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné Thématique qui interrompt ce vendredi soir son cycle consacré à la naissance du mouvement national et à la révolution de novembre 1954 pour parler du peuple sahraoui voisin qui se bat en silence depuis plus de 40 ans contre l'occupant marocain qui, justement, ce dernier bafoue les lois internationales et les conventions internationales et le droit humanitaire et continue à exercer bien sûr cette sauvagerie sur le peuple sahraoui et la colonisation, la dernière colonie d'Afrique en 2020 continue encore une fois à exister. On vient de voir dans ce documentaire très très intéressant intitulé Un mur dans le désert et on parle de ce mur de la honte qui a été érigé par le Maroc pour séparer le peuple sahraoui alors que le monde est en train de déconstruire toutes les barrières à travers la technologie, à travers le savoir, à travers voilà, les réseaux sociaux, à travers la liberté justement du déplacement des personnes. Au Maroc, on continue à avoir recours à ces méthodes colonialistes, j'allais dire démodées, parce que ça me fait rappeler une phrase de Farhat Abbas justement. Oui, justement qui disait que qui disait qu'un journaliste français l'interviewant, je pense, ou en voulant avoir un propos de M. Farhat Abbas, un grand monsieur, il a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la colonisation ou de l'administration, en tout cas française en Algérie ?» Il a dit « C'est vrai que la France est un grand pays de mode. » C'est vrai, parce qu'en France, on retrouve la mode. Mais sauf que les Français n'ont toujours pas compris que la colonisation est un phénomène démodé. Démodé, effectivement. Mais il faudrait aussi rendre hommage à tous les intellectuels français qui ont fait des efforts pendant la guerre de libération nationale. Il y a eu l'appel du 121, Jean-Paul Sartre à leur tête, Simone de Beauvoir et autres, pour la décolonisation en Algérie, contre le colonialisme. Il y a aussi des voix aujourd'hui en France qui sont en train de crier fort pour dire qu'il faudrait que la communauté internationale fasse l'effort pour régler le problème du Sahara occidental qui a trop duré et mettre un terme au drame humain que ces populations vivent. Justement, l'un de ces drames-là, c'est le mur de la honte, le mur dont parle Hervé Ferrand, qui est un député socialiste français, qui a eu le courage de faire ce film, qui est justement très intéressant parce qu'il donne une idée sur la réalité du peuple sahraoui que les gens ignorent. Et ce mur-là, érigé par le Maroc, en réalité, c'est un mur de la honte parce qu'il sépare deux parties du Sahara occidental, la partie libérée, qui était occupée par les Mauritaniens, qui est maintenant libérée, on appelle ça territoire libéré, et la partie occupée par le Maroc, ce que les spécialistes appellent la partie utile du Sahara occidental. Par rapport à ce qu'elle dispose dans ces terres comme richesse et des ressources. De ressources extraordinaires. Il y a le phosphate qui fait partie maintenant du budget national marocain. Donc c'est un petit peu un pillage organisé au vu aussi de toute la communauté internationale qui est organisée à Boukra. Il y a le littoral qui est extrêmement poissonneux, qui est aussi soumis à un pillage systématique par le Maroc qui permet aux Espagnols aux armateurs espagnols et autres, malgré s'y servir. Malgré l'arrêt condamnant tout ça de la Cour européenne, qui n'a pas justement qui a reconnu que les Sahraouis, que ces richesses appartiennent aux Sahraouis et de fait reconnaissent la souveraineté des Sahraouis sur leur territoire. Ils ne reconnaissent pas la souveraineté marocaine qui est perçue comme une force occupante. Il y a aussi les terres rares. Les terres rares tout ça ne bénéficie pas aux Sahraouis qui sont mis justement en minorité dans les villes
sahraouis, à Laayoune, à Smara, à Boujdour, etc. À Ousserd, et civils, parce que les Sahraouis, c'est un peuple nomade, créé, justement, ce sont de créations récentes. C'est dans le siècle passé, c'est avec la colonisation espagnole. On prend l'exemple de Laayoune, elle a été créée en 1938, à peu près, par l'occupant espagnol. Ces villes-là, maintenant, ce sont des villes de colonisation marocaine. Les Marocains essaient par tous les moyens de changer la réalité ethnique sur le terrain pour qu'il y ait une majorité de Marocains, de colons marocains. Donc c'est une colonisation de type israélien. C'est-à-dire changer la réalité ethnique et casser la culture sahraoui qui ne ressemble pas à la culture marocaine et ramener justement une domination culturelle marocaine, même dans le parler. C'est-à-dire casser le hassani, chasser le hassani, le réduire, le minoriser pour qu'il y ait une domination marocaine. Et acquérir cette légitimité tant espérée par le Maroc sur, voilà. Il y a sur le territoire et sur le peuple sahraoui. Voilà. Il y a le mur dont parle le film, le mur de séparation, justement. Ce mur-là, c'est érigé justement à coût de millions de dollars par le Maroc, qui s'étend sur 2744 km à peu près, qui abrite le champ le plus miné du monde. C'est à peu près entre 7 à 9 millions de mines antipersonnelles et anti-engins, et qui ont fait des milliers justement de victimes sahraouis, dont le dernier, c'était un Mauritanien, un jeune Mauritanien justement, en 2019, qui a sauté sur une mine et qui a été grièvement blessé. Ces mines-là, justement, parce que les fortifications elles sont en sable, donc quand il y a des crues et des pluies diluviennes, justement le Sahara sont connus par ces précipitations un petit peu importantes. Et il y a des inondations. Donc ces mines se déplacent. Et maintenant, c'est tout le Sahara occidental qui risque d'être justement miné. Donc c'est criminel. Il y a un risque incroyable. C'est criminel ce qui a été fait. Les Sahraouis, qui est un mouvement de libération, qui est un mouvement combattant, justement, il a signé la Convention de Genève de 2005 pour déminer. Il a détruit pratiquement, le mouvement Polisario a détruit pratiquement toutes ces mines, malgré que c'est un mouvement qui est en combat, qui a besoin de ça. Mais le Maroc, qui a tourné le dos à Oslo, à Ottawa, qui refuse justement de s'inscrire dans ces traités pour le déminage, continue justement à son œuvre criminelle dans la région. Oui. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va continuer cette soirée à travers un documentaire qu'on a choisi, celui d'Ahmed Rajdi, L'aube des damnés. Et le choix n'a pas été par hasard, parce que nous avons voulu, à travers cette diffusion aussi, montrer que ce travail sert aujourd'hui, malgré le temps est passé, parce que là, voilà, on est en 2020. Je disais tout à l'heure que aujourd'hui on est en train de commémorer et célébrer aussi le 66e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 54. Et ce documentaire, pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que c'est une pièce à conviction, mais finalement il est fait d'une manière tellement poétique, à travers bien sûr le texte de Mouloud Amri, qui va rencontrer Ahmed Rajdi. Le texte est d'une intensité incroyable et qui est d'une utilité, j'allais dire, voilà, incroyable aussi, parce que quand on lit ce texte, on comprend très très bien l'enjeu de ce qui est la colonisation et l'enjeu de ceux qui se battent pour la liberté. La liberté, c'est pas juste sortir et profiter voilà, de la liberté de déplacement, mais c'est aussi revendiquer une culture. Dans le documentaire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier plan commence avec un plan sur la bibliothèque ou la librairie voilà, qui se trouve juste à côté de la place l'émir Abdelkader du Tiers-Monde. Et dans le commentaire justement de Agoumi, il dit pour se retrouver, pour savoir où aller, il faut aller chercher
dans son passé, chercher dans ces murs, dans ces pierres, tout ce dans les cités, même disparues, hein, on parle même de vestiges romains, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette quête-là finalement? Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur voilà, cette spoliation de l'identité qui est finalement à la mode aujourd'hui aussi, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, avec ces méthodes, d'autres méthodes de colonisation. Oui. Ces documentaires restent quand même assez utiles, je veux dire, pour les jeunes qui peuvent le voir aujourd'hui. Effectivement, effectivement. D'abord, je dois saluer l'effort qui a été fait par Canal Algérie, et vous-même, Amir, sur toute cette période. Vous nous avez vraiment gavé de beaucoup de belles choses, oui, de signes thématiques concernant la colonisation, concernant la lutte héroïque de notre peuple. Et tout ce qui a été fait, comme dans le domaine cinématographique, vraiment, vous avez montré un petit peu ce qu'on possède comme merveille dans ce domaine de la lutte contre la colonisation. L'une de ces merveilles, justement, c'est le film de Rachidi. Oui. Le film de Rachidi qui replace un petit peu la colonisation dans son contexte et la lutte contre cette colonisation comme résurgence des identités culturelles des peuples brimés, des peuples cassés par la colonisation. Justement, c'est Ahmed Agoumi, qui est un autre géant aussi du cinéma algérien. Il va de la cinémathèque, il va vers les ruines romaines, il va vers un musée, il montre justement toute cette richesse de l'Afrique, parce que le film parle de l'Afrique. Exactement, et cette dimension africaine. De cette richesse de l'Afrique qui est perçue aujourd'hui par les spécialistes comme le berceau de l'humanité. Oui. Comme le berceau de l'humanité, toute cette richesse culturelle que la colonisation a essayé d'occulter pour justifier une spoliation des richesses de la région. Justement, ce film, malgré qu'il est vieux, il date de 65, justement, il est venu pour montrer, pour faire la synthèse de cette lutte, de cette résistance des peuples de l'Afrique. C'est-à-dire, tout ce que je voulais dire tout à l'heure, peut-être que mes phrases elles sont longues parce que je souffre de cette passion du cinéma et je souffre de ce virus des clichés, enfin quand je parle des bobines et des clichés et des cassettes qu'on retrouve dans les archives parce que c'est un trésor inestimable. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Rachdi aurait pu que montrer des images là où on voit des massacres, là où on voit des scènes de torture, là où on voit des cadavres, là on voit des fosses où on amasse des corps d'Africains et de peuples colonisés, à la côté très sauvage. Il est montré dans ce film d'ailleurs, on va voir plein d'images. Mais tout ce qui englobe cette sauvagerie, on a l'impression que Mamri a voulu dire que finalement, tout ce qui peut nous sauver de ça, c'est la lecture, c'est la culture, c'est se rapprocher de la terre, de se rapprocher de ses vestiges, de se rapprocher des contes, de la littérature, de la musique, de tout ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est ça en fait qui va nous rassembler. Et quand je parle de nous, je ne parle pas que de l'Algérie, mais de l'humain en général. Aujourd'hui, on vit une pandémie. Et c'est dans la diversité qu'on doit tous nous rencontrer, quoi. Je ne sais pas si vous avez perçu un peu mon message. C'est-à-dire Mamri va au-delà du discours politique et va justement toucher ce qui est humain en nous. Parce qu'on ne peut pas faire ça à des peuples. On ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire au peuple sahraoui et au peuple palestinien. Oui, justement, le film qui rassemble justement des géants du cinéma algérien, de la culture algérienne, il y a Bouguermouh aussi, qui est cité dans ce film. Oui, il est dans la Sistana. Il y a de Mamri qui est un petit peu le symbole de la résistance des cultures, le symbole de la résistance et du combat culturel. Depuis son livre sur la fin tragique des Aztèques,
Oui. Voilà qui a acté un petit peu un génocide culturel. Une civilisation complètement mise à l'écart et détruite. Détruite, donc qui est une perte pour l'humanité, parce que c'est un produit de l'humain. Exactement. Le produit de l'humain, il faudrait le préserver. Exactement. Donc c'est là où s'inscrit la colonisation. La colonisation est une négation de l'histoire, est une négation de l'humain, est une négation de la civilisation, justement. C'est ce que voulait montrer ce film. Et Mouloud Mamri, je crois, avec le texte très fort du film, a su justement montrer ça. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec la colonisation, parce que la colonisation nous revient sur d'autres fronts. Et sur le plan culturel et médiatique, elle nous revient aussi sous d'autres formes. Donc la résistance des peuples, ça dépend aussi de la résistance de leur culture. Effectivement. Merci pour ce beau message. En tout cas, le temps nous file. Vous savez, ça se passe comme ça dans Ciné Thématique, parce qu'il y a heureusement des produits qu'on diffuse, il y a des documentaires, il y a des films, et place tout de suite au cinéma ou au documentaire, parce qu'on peut considérer aussi que L'Aube des damnés est une œuvre cinématographique, il y a de la musique qui est très très bien faite, il y a de la poésie, un texte de Mouloud Mamri, et puis il y a toute une équipe que j'ai envie de saluer. Nasreddin Ghennifi qui nous regarde, je le salue parce qu'il était dans cette aventure. Monsieur Ahmed Rajdi, bien sûr, bravo pour ce travail voilà, qui reste en 2020 très actuel. Et puis Sid Ahmed Dagoumi aussi qui nous écrit. Merci pour la fidélité à votre fidélité à Ciné Thématique. Je remercie exceptionnellement. L'émission a été réalisée par notre ami Mohamed Boulis, dans l'absence de Nabil Tribesh qui est malade. Enfin, on lui souhaite un rapide rétablissement et on souhaite un rapide rétablissement à toute personne souffrante de ce mal qui touche la planète. Prenez soin de vous, bien sûr, et gardez les mesures barrières. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Ciao.